Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émile Bourgoin, qui est DRH chez Skippers et qui va nous parler d'un sujet bien passionnant qu'on a décidé de nommer ensemble les challenges d'une DRH dans un codir. Alors, il y a beaucoup de sujets qui se cachent derrière tout ça. Je ne vais pas spoiler dès le démarrage, mais on va quand même parler de deux grandes thématiques qui sont les défis personnels et psychologiques du DRH et de l'autre aussi ce que c'est d'être une femme dans un comité de direction. Mais avant de partir et de plonger dans ce sujet passionnant, bienvenue Emeline, je te laisse te présenter. Bonjour, merci beaucoup et ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet passionnant. Donc, moi, je suis Amine Bourgoin, je suis DRH de Skippers depuis septembre 2024, donc un peu plus de 5 mois aujourd'hui. Skippers, c'est une société qui est dans le domaine du MarkTech et qui commercialise un certain nombre de produits et notamment un produit connu de tous qui s'appelle Avis Vérifié. C'est une société qui aujourd'hui est composée d'à peu près 400 collaborateurs dans l'Europe et aux États-Unis plus précisément. Et donc, je suis DRH pour ce groupe, sachant que pour mon parcours, moi, je suis diplômée de KEDGE, donc d'école de commerce, que je suis arrivée dans les RH un peu par hasard dans le cadre de mon stage de fin d'études en cabinet de recrutement. À un moment assez critique pour les RH, puisque c'était la fin des années 90, donc autre siècle, autre millénaire, mais un moment assez important puisque effectivement, à ce moment-là, commençait à arriver la bulle Internet et des sujets très, très orientés sur les talents. Et en fait, je me suis dit, je vais relever un challenge clé. Je vais vraiment positionner en tant que RH orienté business pour que les RH pèsent autant que la finance dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Et donc, j'ai fait plus de 25 ans de carrière dans différents secteurs d'activité en m'attachant toujours à réaliser cet objectif que je me suis fixé. Donc, j'espère qu'à 70 ans, je serai avec ma meilleure amie sur une plage en me disant « ça, j'ai réussi et je suis très fière de cela ». Et puis par ailleurs, je suis maman de deux garçons formidables et je vis à Paris. Merci Emeline pour cette présentation et ce parcours. J'aime bien l'idée de siroter un apéro sous les cocotiers avec sa meilleure amie et de faire un peu le bilan de ce qui est fait. Et du coup, en attendant de siroter ces fameux cocktails, pourquoi as-tu choisi ce sujet des challenges d'une DRH dans un comité de direction? Alors pourquoi bon, je pense que déjà c'est un sujet qui me tient à cœur et avec l'expérience que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu ma première expérience en tant que DRH, j'avais 32 ans, donc ça fait maintenant quelques années que j'ai pu occuper cette fonction dans différents secteurs, des tailles d'entreprises très différentes et des enjeux aussi assez variés qui m'ont permis aussi de grandir, de gagner en maturité. Et finalement, j'ai rencontré ces défis-là, tant en tant que femme, mais aussi en tant que DRH, et on y reviendra après. Et puis, je trouve que c'est des sujets finalement que j'entends beaucoup de d'autres DRH, mais qui sont peu traités. Que ce soit à travers les conférences, sur le web ou même personnellement. C'est des sujets qui sont pas très explorés et qui sont essentiels pour bien mener notre fonction et nos ambitions. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu rentrer là-dessus. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se cachent derrière tout ça, notamment dans les challenges d'un DRH ou d'une DRH, ici plus précisément. Quand tu parles de défis personnels et psychologiques, quels sont pour toi les grands sujets? Alors, le premier sujet qui est, je pense, assez essentiel, c'est le sujet de la charge mentale et de la solitude du poste.
En fait, le DRH, il est souvent pris entre direction et les salariés, et ça peut être une position difficile à gérer émotionnellement, parce que, effectivement, parfois les intentions et les décisions ne sont pas alignées. Et donc, cette situation, cette position fait que on peut être parfois perçu comme le méchant des RH. Pourquoi? Parce qu'on doit gérer des décisions qui peuvent être impopulaires. Ça peut être des licenciements, des restructurations, et le DRH ou la DRH souffre parfois d'une mauvaise image en interne, mais aussi en externe. Je lisais il n'y a pas très longtemps sur l'Instagram d'une coach qu'il fallait surtout pas être ami avec un DRH parce que ça pouvait se retourner contre soi. Ça m'avait beaucoup choquée. J'avais essayé d'échanger avec elle pour lui expliquer que derrière le RH, déjà, il y a une personne, donc c'est un peu bizarre d'entendre ça. Et surtout, remettre la fonction au bon endroit. On dit souvent que le DRH licencie les gens, mais en fait, le DRH ne prend pas la décision. Le DRH accompagne parce que effectivement la fonction fait que nous sommes en charge de la conformité juridique, de l'accompagnement du dirigeant dans cette décision, mais c'est le manager qui n'est pas content finalement de la performance, par exemple, d'un collaborateur, ou c'est le dirigeant qui prend la décision à un moment de faire un plan social parce que les résultats de l'entreprise ne sont pas les bons. Et donc, en fait, je pense que c'est essentiel pour nous aussi de bien positionner la fonction RH au bon niveau. C'est-à-dire que nous sommes un acteur stratégique de l'entreprise qui met en place une stratégie people, mais qui est adaptée finalement aux besoins du business. Et donc, nous faisons partie d'un écosystème de dirigeants. Donc, on ne doit pas porter seul ce type de responsabilité, en fait, qui incombe à une somme de personnes et pas seulement à une tête qui incarne un peu le mal, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un point essentiel. Et dans les tips que j'ai envie de partager avec mes confrères et consoeurs DRH sur ce sujet principalement de la solitude, euh, je pense que c'est essentiel de prendre le temps pour soi, de faire partie de clubs ou de cercles RH de confiance dans lesquels on peut déjà trouver une oreille attentive, se rendre compte que on fait face finalement tous plus ou moins aux mêmes difficultés. Euh, Dans ces cercles, on peut aussi entendre des idées innovantes ou qu'on n'a pas forcément eues pour résoudre des problématiques et pour nous aider à avancer différemment et donc atteindre finalement des objectifs alors qu'on n'avait pas imaginé le faire comme cela. Le codev aussi est une bonne voie pour réussir à trouver différents axes de réflexion. Enfin, moi, je l'ai pratiqué tant dans des cercles de RH, mais aussi avec des dirigeants qui occupaient des fonctions opérationnelles, business. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour voilà, être une DRH qui a de l'impact, et qui a son mot à dire dans des problématiques business importantes. Donc ça, c'est un des points essentiels que je recommande à mes confrères consoeurs. Là, tu m'as parlé un petit peu de la charge mentale, du DRH, de la solitude en fait aussi liée à cette fonction. On peut aussi parler du syndrome du méchant DRH, comme tu l'as appelé un peu, qui est la posture que va prendre le DRH, ou du moins comment les collaborateurs vont percevoir
le DRH? Peut-être qu'il y a aussi un sujet de sensibilisation des équipes par rapport à quel est réellement le rôle du DRH et de la fonction RH dans sa globalité dans l'entreprise. Ouais. Euh, Oui, c'est sûr. Enfin, je pense que être capable de positionner la fonction au bon niveau, c'est vraiment un challenge quotidien, mais euh, on est souvent perçu comme l'exécutant des décisions difficiles. Alors que, alors, effectivement, bah, parfois on l'est, hein, je dirais que c'est pas automatique d'être d'être le dirigeant qui tempère les choix de la direction, mais nous avons aussi ce rôle-là de coach, d'accompagnant des dirigeants. Et effectivement, il faut que les collaborateurs puissent comprendre la valeur que vous apportez à l'entreprise. Comment réussir à faire face à ce dilemme finalement? Euh, pour moi, le point essentiel, c'est de bien comprendre les enjeux stratégiques et business de l'entreprise, de bien se positionner aussi. Alors, quand on est membre d'un comité de direction, d'un COMEX, comme un dirigeant de l'entreprise, ça signifie être capable de pouvoir faire entendre sa voix sur des sujets qui ne sont pas seulement liés aux collaborateurs. Donc, avoir des avis sur les orientations stratégiques prises, tant sur le niveau opération, business, développement commercial. Donc ça, ben, pour moi, ça passe aussi par de la curiosité, de la proximité avec le terrain, pour bien comprendre comment les gens travaillent, ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs enjeux, les relations avec les clients, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, les produits qu'on distribue, comment ils évoluent. Enfin voilà, donc il y a toute cette curiosité, soit on l'a naturellement et donc s'appuyer dessus, ou alors bah, se forcer un peu pour avoir une autre posture. Et finalement, grâce à cela, moi, je suis assez convaincue du fait que ça permet d'avoir une stratégie RH, people, qui est vraiment en lien avec la stratégie business de l'entreprise. Et de ce fait, d'être perçu par les pairs, donc les membres du comité de direction, et les collaborateurs comme un atout et comme un, un dirigeant et non pas juste un exécutant de décision. Donc ça, c'est vraiment important. Et peut-être que l'autre levier que je vois par rapport à ça, c'est de remettre au bon endroit les rôles et responsabilités. On parlait tout à l'heure d'un collaborateur qui potentiellement est en conflit avec son manager ou se fait licencier. Et souvent, bah, cette décision, elle est incarnée dans l'inconscient collectif, dans la personne du DRH. Or, qui est responsable du développement de ses collaborateurs, de la performance et aussi de décisions difficiles? C'est le manager, en fait. Et donc ça, c'est un point, enfin, je le répète, mais je pense qu'il faut que les managers prennent conscience du fait que eux sont responsables de ce type bah, d'éléments et que le DRH, la DRH, est là pour les accompagner et non pas juste pour exécuter, quoi. Donc voilà. Donc c'est redéfinir et reclarifier de façon très transparente en le communiquant les rôles et responsabilités de chacun. Et justement, pour prolonger un peu cette idée-là, dans les rôles et responsabilités, tu parlais notamment de cette posture plus business. Comment tu prends justement ta place en tant que DRH dans un comité de direction? Comment tu te fais entendre et quelle doit être la bonne posture en fait pour exister et pour éviter cette potentielle solitude ou non-écoute?
Ouais. Alors, bon, je vais être un peu dans l'injonction, mais je prends ma place en me positionnant clairement comme un acteur stratégique et non pas comme un gestionnaire. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important pour moi et que j'essaye de transmettre aussi à mon équipe. C'est que pour être un bon RH, il faut bien comprendre dans quoi tu travailles. Donc, je disais tout à l'heure, vraiment avoir cette proximité avec le terrain et être capable d'être aussi ambassadeur de ta marque et de tes produits et limite savoir vendre l'offre, les produits, les services de ton entreprise aussi bien que ton directeur commercial. Et donc, cette posture-là, cette capacité à vraiment t'intéresser à ce que font les gens qui travaillent, on va dire vraiment la matière, les produits et les services de l'entreprise, fait que très beaucoup plus facilement, on va dire, tu peux prendre acte de ta position de dirigeante au sein du comité de direction en ayant des avis motivés sur des sujets voilà, que tu maîtrises et on t'écoute. Donc ça, c'est important. Un exemple aussi des attentes des autres membres de la direction sur ce sujet-là. Moi, il y a quelques années, au sein du comité de direction dans lequel j'étais, on s'est fait une session de feedback par écrit avec le fameux KISS, Keep, Improve, Stop, Start. Et dans les Improve, je pense que de mémoire, 100% des membres du comité de direction m'avaient tous mis improve ta capacité à donner ton avis sur le business. Parce que quand tu le fais, ça a de l'impact, c'est intéressant, mais tu le fais pas assez. Donc, ose, vas-y. Vraiment, t'as des avis qui nous permettent d'avancer et potentiellement de prendre des décisions peut-être un peu différentes et qui vont nous challenger et nous aider à être plus performants. Et ça m'avait à la fois donné plus confiance en moi, mais aussi surprise à un moment parce que je me sentais pas forcément 100% légitime à le faire. Donc ça, je pense que c'est un point vraiment très important à retenir. Donc j'en conclus posture de stratège, donc vraiment lier les décisions RH à des objectifs business en réalité, Ouais, pour avoir une position et en tout cas un avis qui soit très orienté business et peut-être qui va positionner le rôle de DRH au même niveau d'intérêt peut-être que celui d'un DAF, en tout cas dans la perception du DG pour jouer un rôle clé en fait, hein. ouais, exactement. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que tu peux avoir les meilleurs indicateurs financiers sur le papier avec un super CFO. Si tu as des gens désengagés, démotivés dans l'entreprise, en fait, tout va s'écrouler. Et donc, la matière, pour moi, la plus précieuse de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes. Donc notre rôle en tant que DRH est critique et essentiel pour la bonne marche de l'entreprise. Je suis à 100% à l'aise avec toi. Autre sujet, donc les dilemmes peut-être éthiques dont on peut se parler, qui font partie des défis personnels et psychologiques du DRH. J'ai souvent parlé avec des DRH qui me parlaient un peu de ce non-alignement sur certaines décisions, qui donc grignotaient sur leurs valeurs personnelles. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un sujet, en tout cas pour toi aujourd'hui? Oui, alors ça, le cadre éthique, pour moi, il est essentiel. Et on parlait tout à l'heure de ce défi psychologique. Je rencontre malheureusement beaucoup de DRH qui soit ont fait des burn-out, soit ont eu des vrais soucis de santé
très fort. Et finalement, quand tu prends le temps d'écouter les raisons de cet état de santé, c'est souvent parce qu'il y a un désalignement entre le cadre éthique dans lequel ils évoluent et leurs propres valeurs. À titre personnel, j'ai connu cette situation à 2 reprises. Et ce que j'en ai retenu personnellement, c'est d'avoir la capacité de poser dès le début les limites qu'il ne faut pas franchir voilà, par rapport à ce que je suis, ce dans quoi j'ai envie de travailler et ce que je veux et ce que je peux porter comme valeur par rapport à mes croyances et à mes propres valeurs. Il y a des choses sur lesquelles je n'irai pas. Globalement, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, loyal et j'ai cette capacité à suivre. Voilà, parfois on se dit, bah, ok, let's agree to disagree, mais on est tous derrière notre dirigeant parce que, bah, voilà, il y a quand même aussi des raisons économiques ou stratégiques qui font qu'on doit aller dans un sens. Et donc, en tant que membre du comité de direction, si tu vas dans l'autre sens, ça va pas. Donc, euh, jusqu'à une certaine limite, je suis OK pour suivre ça, même si je suis pas tout à fait en accord. En revanche, quand ça dépasse le cadre et que je vois que c'est irrémédiable, enfin, il y a globalement des choses qui se passent dans l'entreprise et des valeurs d'un dirigeant que tu peux pas changer et qui sont complètement en dehors de ton propre cercle de valeurs, bah, il faut aussi parfois prendre des décisions courageuses. Et ce que j'ai fait aux 2 reprises où je me suis retrouvée dans cette situation, bah, je suis partie. Voilà. Je suis partie parce que j'estime que dans ma fonction, si je ne suis pas alignée, je ne fais pas bien mon travail. Et par ailleurs, il y a cette espèce de posture qu'on veut prendre parce que en tant que DRH, on ne veut pas professionnellement montrer que on a du mal-être, donc on essaye d'être parfait ou parfaite. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, ton corps bah, te fait sentir les limites. Et enfin, ma santé mentale m'importe plus que certaines santé financières d'entreprise avec des choix que je n'accepte pas. Donc voilà, donc effectivement, bah moi j'ai pris cette décision-là. Alors il y a peut-être d'autres décisions. J'ai pris cette décision en ayant parlé, hein, donc ça n'a pas été juste un coup de tête où j'ai démissionné, je suis partie du jour au lendemain. Euh, mais c'était trop pour moi et donc je me suis protégée aussi en faisant cela. Vrai sujet, hein, les valeurs pour le coup, et je pense que la plupart des DRH ont rencontré ce sujet à un moment donné. Et donc, si je résume un peu, c'est peut-être déjà peser les conséquences que ça peut t'amener d'agir ou de ne pas agir, et ensuite bah, de mettre en place quelque chose, c'est-à-dire soit d'accepter et de faire, soit potentiellement, bah, en tout cas, de communiquer ce que toi t'en penses, et peut-être à long terme partir en fait. Ouais, exactement. Savoir dire non, en tout cas. Déjà, c'est important de savoir dire non, de l'argumenter, mais se soucier de soi, parce qu'on se soucie beaucoup des autres quand on est RH, et pas assez de soi. Donc ça, et si vous n'y arrivez pas, prenez un coach ou un mentor, quelqu'un qui va vous aider à aussi prendre conscience. Il faut savoir se protéger, c'est important. Ouais, tu es donc en train de me dire que les DRH sont tous humains et ont tous leurs faiblesses. Oui. Oh mon Dieu! Merci de le dire, ça fait du bien de l'entendre et de pouvoir aussi accepter en fait on est comme le commun des mortels et qu'on a ses forces et ses faiblesses. Si on passe à la deuxième partie un petit peu de ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu disais, enfin, tu voudrais un petit peu détailler le sujet d'être une femme dans un comité de direction. Qu'est-ce que c'est, les challenges, en fait, derrière ça? Qu'est-ce que tu entends par là et comment toi, aujourd'hui, tu le vis finalement? Oui, alors en fait, je me suis rendu compte quand même assez rapidement. Alors, on sait toutes les deux que certains postes sont très genrés.
il s'avère que, au même titre que la communication, souvent les directrices, les postes de DRH sont des femmes. Et il s'avère que les comex sont souvent masculins. Et donc pour moi, tu as cette dimension assez profonde d'avoir une double solitude, à la fois de la fonction et de ton genre, dans un cercle de décideurs majoritairement masculins. Et finalement, la grande difficulté, c'est d'être confronté à des biais souvent inconscients quand même. Tes collègues peuvent de ce fait voir inconsciemment le DRH comme un rôle de soutien plutôt que comme un rôle stratégique. Et en tant que femme, ce que j'ai constaté, c'est que tu dois parfois doubler d'efforts pour être entendue sur des sujets business, alors que d'autres vont arriver en même temps que toi, sont sur une autre fonction ou même sont des DRH mais masculins et automatiquement vont être considérés comme légitimes. Et ça, c'est vraiment une difficulté pour pouvoir aussi s'imposer dans ce cercle de dirigeants parce que la perception est pas toujours euh, la bonne. On peut parfois nous reprocher d'avoir un management trop émotionnel, de prendre des décisions trop intuitives, alors que finalement, nous sommes aussi capables d'arriver avec des indicateurs très clairs qui montrent l'impact de nos actions, une stratégie qui est clairement alignée avec la stratégie de l'entreprise, donc effectivement, cette capacité, on en parlait tout à l'heure, d'avoir des avis aussi sur le business. Et donc ça, je pense qu'en tant que femme, alors il y a plusieurs sujets hein, pour moi. Ce que j'ai constaté, c'est que, euh, mettre en place les bonnes pratiques pour faire monter des femmes au COMEX, ça c'est essentiel pour ne plus être seule, déjà, ça c'est hyper important. Hein. Très clairement, moi j'ai vu la différence que ça a apporté d'avoir des alliés autour de la table, alliés ES, parce qu'il y a certains hommes qui le sont, mais alliés et ES, parce que la posture tout de suite est différente. L'autre sujet, c'est euh, avoir confiance en soi, oser participer activement être capable de montrer l'impact que l'on produit avec des données qui parlent, qui sont percutantes pour nos dirigeants, nos CEO. Et ça fait toute la différence, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un enjeu supplémentaire, je pense, pour notre fonction, qui n'est pas toujours perçu au bon niveau. Tu me parlais tout à l'heure en off d'un chiffre qui était plutôt impactant d'une étude de McKinsey. Je ne sais pas si Ouais. tu voudrais le partager, mais je pense que c'est assez Ouais, parlant. ouais, tout à fait. En fait, il y a une étude de McKinsey alors, je ne sais plus exactement la date, qui publie assez régulièrement des rapports détaillés sur la question de la diversité au travail. Et en fait, ils ont analysé la diversité dans le top management de 366 grandes entreprises de plusieurs pays, donc plutôt aux US notamment. Et ils ont comparé les performances de ces entreprises. Et le résultat est assez, je pense, parlant, puisque les entreprises qui affichent une plus forte égalité hommes-femmes voient leur performance augmenter de 15% par rapport à la moyenne nationale, alors que celles qui affichent une diversité quasiment nulle voient leur performance en dessous de la moyenne nationale. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et alors, quand on parle de la diversité ethnique, culturelle et genre, donc on a les 15% au-dessus de la moyenne nationale, et là on ajoute encore 20%. Donc on est plutôt à 35% au-dessus de la moyenne nationale. Donc il y a un vrai impact qui se mesure sur la performance des entreprises.
Et je suis bien catastrophée des mesures de Trump de couper ses actions sur la diversité parce qu'il y a vraiment des analyses sérieuses sur ces sujets-là qui prouvent qu'il y a un impact. En tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc ça, c'est plutôt, Mm. assez impactant. Et le Ouais. dernier sujet dont tu voulais parler et que je trouve aussi super intéressant, c'est la notion de plafond de verre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Pourquoi ce plafond de verre et pour qui? Eh bien, le plafond de verre, alors, à deux titres, il est important dans notre fonction de DRH femme. Le premier, c'est qu'il y a déjà pas beaucoup de femmes DRH qui ont pu obtenir des postes de direction générale, bien que ça commence à émerger, et ça, c'est plutôt positif. Et deuxième point, c'est que finalement, quand on est dans un COMEX majoritairement masculin, la fonction de direction générale est incarnée par des hommes. Et donc, quand on n'a pas de femmes qui montrent le chemin, finalement, inconsciemment, on se bloque en se disant, comment pourrais-je de toute façon obtenir une telle fonction alors que il n'y a pas de directrice générale dans mon entreprise. Donc avoir des rôles modèles qui montrent la voie, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça, effectivement, que aider les femmes à se positionner sur ce type de poste et aussi les DRH, c'est clé pour notre avenir. Il y a encore de quoi faire et en tout cas, on peut aller s'inspirer ailleurs pour aller pousser les femmes à aller casser ce plafond de verre. Merci Exactement. beaucoup, pour tous ces partages. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser avant qu'on clôture ce sujet, même si on pourrait encore en parler des heures, c'est si tu avais un conseil à donner, aux DRH féminins et masculins, hein, peut-être qui t'écoutent, par rapport au sujet que tu nous as apporté aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, premier conseil, alors un seul, tu m'as dit. Bon, alors le Tu as le conseil, droit d'en donner c'est... 2 si tu en as 2, vas-y, lâche-toi. Non, mais le conseil, c'est bloquer du temps dans vos agendas pour prendre soin de vous. Ça veut dire, prenez du temps pour aller vous nourrir dans des cercles de confiance qui vont vous aider à faire face aux challenges nombreux auxquels nous faisons face, tant en tant que femmes comme DRH. Et ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc, bloquez ce temps. Vraiment, je vous le recommande parce que vous allez en tirer tellement de bénéfices que le temps, entre guillemets, perdu dans votre agenda, vous allez le gagner derrière en étant plus efficace, plus performant et en ayant une meilleure vision de votre métier. Partagez, écoutez et osez parler. Voilà, c'est ça mes conseils. Merci beaucoup, Emeline, pour tous ces partages et cette transparence et sincérité. On a abordé pas mal de sujets ensemble, finalement, dans tout le sujet un peu chapeau que tu nous as apporté. J'espère que ça bénéficiera à ceux qui ont écouté ta voix aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent, eh ben, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine sur ma vie de DRH. Et surtout, je te dis à toi, merci beaucoup, Emeline, pour tes partages aujourd'hui. Merci à toi, c'était très chouette. Passez une bonne fin de journée, à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.